continue ici avec la page 87. Le mulet fut remis entre les brancards, et nous sortîmes du village. Alors commença la féerie, et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noirs pinèdes, séparés par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de 3 sommets rocheux. Autour de nous, des groupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin, qui serpentait sur une crête entre 2 vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel, et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. « Celui-là, dit-il, c'est Tête Rouge. » À sa droite brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de 3 terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant, comme les 3 volants de la pèlerine de fourrure de mademoiselle Guimard. « Celui-là, dit le paysan, c'est le Taoumé. » Puis, pendant que nous admirions cette masse, il ajouta: « On lui dit aussi le Tubé. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda mon père. « Ça veut dire que ça s'appelle le Tubé ou bien le Taoumé. »« Mais quelle est l'origine de ces mots ?»« L'origine, c'est qu'il a 2 noms, mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez 2 noms, et moi aussi. » Pour abréger cette savante explication, qui ne me parut pas décisive, il fit claquer son fouet aux oreilles du mulet, qui répondit par une pétarade. Au fond, à droite, mais beaucoup plus loin, une pente finissait dans le ciel, portant sur son épaule le 3e piton de roche, penché en arrière, qui dominait tout le paysage. « Ça, c'est Garlaban. Aubagne est de l'autre côté, juste au pied. »« Moi, dit-il, je suis né à Aubagne. »« Alors, dit le paysan, tu es d'ici. » Je regardai ma famille avec fierté, puis le noble paysage avec une tendresse nouvelle. « Et moi, dit Paul inquiet, je suis né à Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici ?»« Un peu, dit le paysan, un peu, mais guère. » Paul, vexé, se replia derrière moi. Et comme il avait déjà de la conversation, il me dit à voix basse: « C'est un couillon !» On ne voyait pas de hameau, pas une ferme, pas même un cabanon. Le chemin n'était pas plus que 2 ornières poudreuses, séparées par une crête d'herbe folle qui caressait le ventre du mulet. Sur la pente qui plongeait à droite, de beaux pins dominaient une épaisse broussaille de chênes kermès, qui ne sont pas plus hauts qu'une table, mais qui portent de vrais glands de chêne, comme ces nains qui ont une tête d'homme. Au-delà du vallon se dressait une colline allongée. Elle avait la forme d'un vaisseau de guerre à 3 ponts, en retrait les uns sur les autres. Elle portait 3 longues pinades, séparées par des pics de roches blanches. « Celui-là, dit le paysan, c'est les barres de Saint-Esprit. » À ce nom si clairement obscurantiste, mon père fronça un sourcil laïque et demanda: « Ils sont très calotins dans le pays ?»« Un peu, dit le paysan. »« Vous allez à la messe le dimanche ?»« Ça dépend. Quand nous avons la sécheresse, moi je n'y vais pas, jusqu'à temps qu'il pleuve. Le bon Dieu a besoin qu'on lui fasse comprendre. » Je fus tentée de lui révéler que Dieu n'existait pas, ce que je savais de très bonne source, mais comme mon père se taisait, je gardai modestement le silence. Je m'aperçus soudain que ma mère ne marchait pas très facilement, à cause des talons Louis XV de ses bottines à boutons. Sans mot dire, je rejoignis la charrette et réussis à en tirer la petite valise que l'on avait glissée sous les cordes à l'arrière du véhicule. « Que fais-tu » dit-elle surprise. Je posai la valise à terre et j'en tirai ses espadrilles. Elle n'était pas plus grande que les miennes. Elle me fit un merveilleux sourire de tendresse et dit: « Gros bêta, on ne peut pas s'arrêter ici. »« Pourquoi ? Nous les rattraperons. » Assise sur un rocher au bord de la route, elle changea de chaussures, sous les yeux de Paul, venu assister à l'opération, et qui lui parut assez audacieuse au point de vue de la pudeur,
car il regardait de tous côtés pour s'assurer que personne n'avait pu voir les bas maternels. Elle nous prit par la main et, au pas de course, nous rejoignîmes la charrette où je replaçais le précieux bagage. Comme elle était petite maintenant, elle avait l'air d'avoir 15 ans, ses joues étaient roses et je vis avec plaisir que ses mollets paraissaient plus gros. Le chemin montait toujours et nous approchions des pinèdes. À gauche, le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant. Le paysan disait à mon père: « Celui-là aussi, il a deux noms. On lui dit le Vala ou bien le ruisseau. »« Oh oh !» dit mon père charmé. « Il y a un ruisseau ?»« Bien sûr !» dit le paysan. « Et un beau ruisseau. » Mon père se tourna vers nous. « Mes enfants, au fond du vallon, il y a un ruisseau. » Le paysan se tourna à son tour et ajouta: « Ouais, quand il pleut, bien entendu. » Les terrasses de ce vala étaient couvertes d'oliviers à 4 ou 5 troncs plantés en rond. Ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage, qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas le nom de ces arbres, mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune, dont le paysan nous apprit que c'était de la baouco. On aurait dit du foin séché, mais c'était là son teint naturel. Au printemps, pour participer à l'allégresse générale, elle faisait un effort et verdit faiblement. Mais malgré cette pauvre mine, elle est vivace et vigoureuse, comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeaient de cette baouco et qui figuraient des oliviers en miniature. Je quittai le chemin et je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva, comme un nuage, et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue, qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusque dans mon cœur. C'était le thym, qui pousse en gravier des garrigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile. J'arrête là, c'est page 91.